Renault R35. Comment la France a perdu du temps avec son char le plus répandu. La France entre dans les années 1930 avec un paradoxe inquiétant. Elle a été l'un des berceaux du char de combat pendant la Première Guerre mondiale, mais elle se retrouve, à peine une décennie plus tard, sans véritable remplaçant moderne à grande échelle. Les Renault FT, glorieux vétérans de 1918, sont toujours là, usés, dépassés, incapables de répondre aux exigences d'un nouveau conflit. Les programmes censés leur succéder avancent lentement, trop lentement. Le char B, sur lequel beaucoup fondent leurs espoirs, n'est pas encore abouti. Le char D, pensé comme un léger, s'est transformé en machine plus lourde et plus complexe. Pendant ce temps, ailleurs en Europe, la tension monte. Lorsque l'atmosphère commence à se charger sérieusement à partir de 1933, l'armée française comprend qu'elle a pris du retard. Elle n'a pas besoin d'un char parfait, elle a besoin de chars tout court, et vite. C'est dans cette urgence que, le 2 août 1933, est lancé un concours pour un nouveau char léger de 6 tonnes destiné à remplacer le Renault FT. Le cahier des charges est clair, presque brutal dans sa simplicité. Un équipage de 2 hommes, un blindage de 30 mm, une vitesse moyenne de 8 à 10 km/h et un armement modeste, soit un canon de 37 mm, soit des mitrailleuses. Rien de révolutionnaire, mais une promesse implicite, la production de masse. Le concours attire 15 entreprises. Sur le papier, la compétition est ouverte. En réalité, tout le monde ne part pas avec les mêmes cartes. Certaines firmes proposent des concepts séduisants, mais encore théoriques. D'autres ont besoin de temps pour développer des prototypes crédibles. Renault, de son côté, arrive avec un avantage décisif. La firme ne part pas de zéro. Elle dispose déjà d'une base technique, d'un savoir-faire accumulé sur plusieurs programmes récents, et surtout d'une machine presque prête à être adaptée. Au cœur de cet avantage se trouve le Renault VM, un char de reconnaissance issu des besoins de la cavalerie. Ce véhicule, plus maniable et plus moderne que les anciens modèles, a servi de laboratoire roulant. Ces essais ont permis d'identifier des erreurs, mais aussi de valider des solutions pratiques, notamment au niveau de la suspension. Renault sait ce qui fonctionne et ce qui peut être amélioré rapidement. Dans une course contre la montre, cette expérience vaut de l'or. À cela s'ajoute un facteur humain et industriel déterminant. Au début des années 1930, Renault renforce considérablement son influence dans les programmes de motorisation de l'armée française. Sous l'impulsion de François Lehideux, la société enchaîne les succès contractuels. Le transporteur chenillé Renault UE devient la machine chenillée la plus répandue de l'armée. Puis vient la victoire dans le programme des véhicules de reconnaissance, avec l'AMR 33. Ces succès ne sont pas seulement techniques, ils sont aussi politiques et industriels. Renault sait répondre vite, produire beaucoup et rassurer les décideurs. Lorsque Renault propose son projet pour le nouveau char léger, baptisé Renault ZM, l'armée ne s'attarde pas sur les détails de filiation technique. Peu importe que certaines solutions aient été inspirées de modèles britanniques, peu importe que la suspension ou la disposition générale rappellent des concepts déjà vus ailleurs. Ce qui compte, c'est la promesse d'un char rapidement disponible, standardisable et compatible avec une production en série à grande échelle. Le Renault ZM commence à prendre forme à la fin de 1933 et au début de 1934. Sa configuration est classique pour un véhicule léger de l'époque. Les roues motrices sont placées à l'avant, la transmission et le moteur sont regroupés dans un compartiment compact et l'espace de combat est décalé pour optimiser l'équilibre. Le moteur choisi ne pose pas de difficultés majeures. Renault pioche dans sa large gamme automobile et installe un 4 cylindres de 82 chevaux, jugé suffisant pour un char censé peser 6 tonnes. Mais dès cette phase initiale, une dynamique dangereuse s'installe. Le projet avance vite, trop vite peut-être, alors même que les exigences de l'armée commencent à évoluer. Le contexte stratégique change, les menaces perçues augmentent, et avec elles, la tentation de renforcer la protection. Sans encore bouleverser officiellement la spécification, l'idée d'un blindage plus épais s'impose dans les esprits. Le char censé être léger et simple commence déjà à porter le poids des hésitations doctrinales françaises. Pourtant, à ce stade, rien ne semble encore alarmant.
Le Renault ZM apparaît comme une solution pragmatique à un problème urgent. Il promet de remplacer enfin les Renault FT, de remplir les rangs, de donner à l'infanterie un outil moderne, même imparfait. Personne ne se doute encore que cette recherche de rapidité et de massivité va enfermer l'armée française dans un choix dont elle aura de plus en plus de mal à s'extraire. À partir de 1934, la trajectoire du Renault ZM bascule dans une zone grise, où les décisions rapides commencent à produire des effets contradictoires. Alors que le projet avance à un rythme soutenu, l'état-major français revoit ses priorités. Les exercices, les rapports venus de l'étranger et l'évolution de l'armement anti-char conduisent à une conclusion simple, mais lourde de conséquences. Le futur char léger doit être mieux protégé. Cette décision paraît logique isolément. Intégrée dans un programme déjà lancé, elle devient un piège. Le 22 mai 1934, la spécification est officiellement modifiée. Le blindage passe de 30 à 40 mm, afin de résister au canon anti-char de 25 mm. La vitesse maximale exigée est relevée à 20-25 km/h, et l'armement principal est désormais fixé autour du canon de 37 mm SA-18, accompagné d'une mitrailleuse. Sur le papier, le nouveau char devient plus sûr, plus polyvalent, plus rassurant pour l'infanterie. En pratique, cette évolution arrive trop tard pour être intégrée proprement. À ce moment-là, plusieurs entreprises ont déjà des prototypes avancés. Repenser totalement les châssis, les transmissions et les suspensions aurait signifié repartir presque de zéro. L'armée n'en a ni le temps ni la patience. Les industriels s'adaptent donc comme ils peuvent, par ajouts successifs, sans remettre en cause l'architecture générale. Renault suit la même logique. Le châssis n'est pas redessiné, mais renforcé. La masse grimpe, d'abord discrètement, puis inexorablement. Lorsque le Renault ZM reprend les essais à la fin de 1934, il n'est déjà plus le char de 6 tonnes imaginé à l'origine. Avec la nouvelle tourelle et les premières adaptations, il approche les 7,5 tonnes. Les premiers tests restent pourtant satisfaisants, car le blindage définitif n'est pas encore en place. La mobilité demeure acceptable, ce qui entretient l'illusion que la machine peut absorber ces évolutions sans conséquences majeures. Mais un autre problème apparaît rapidement, la tourelle initiale. Inspirée des solutions éprouvées du Renault FT, elle montre ses limites. L'espace intérieur est réduit, l'observation insuffisante, et l'ergonomie laisse le chef de char dans une position intenable, cumulant les rôles de commandant, tireur et chargeur. Les critiques remontent vite. Il devient évident qu'une nouvelle tourelle est indispensable. C'est ici qu'intervient l'APX, avec une proposition qui séduit immédiatement les militaires. La tourelle APX-R, dérivée d'un projet concurrent abandonné, offre une meilleure protection, des dispositifs d'observation améliorés et une silhouette plus moderne. Elle est rapidement adoptée et intégrée au Renault ZM. Ce choix résout un problème, tout en créant un autre. La nouvelle tourelle est plus lourde, ce qui accentue encore la dérive de masse. Entre janvier et mai 1935, les essais se succèdent. À chaque étape, le char gagne en protection, mais perd en agilité. Pour simuler la masse finale, des lestages sont ajoutés. Le chiffre de 9 tonnes est atteint, puis dépassé dans certaines configurations. Pourtant, malgré ces signaux d'alerte, la décision tombe. Le 29 avril 1935, un contrat est signé pour 300 exemplaires du char léger modèle 1935R. Le char est adopté avant même d'avoir atteint sa configuration définitive. Cette adoption anticipée marque un tournant. Le Renault R35 entre officiellement dans les plans de l'armée, alors même que ses défauts structurels ne sont pas encore pleinement mesurés. Le raisonnement est simple. Les ajustements viendront plus tard, en production. L'urgence prime sur la perfection. Le 25 juin 1936, le char est officiellement accepté en service, toujours sans son blindage définitif sur l'ensemble du châssis. Pendant ce temps, Renault accumule les commandes. Trop, peut-être. Les succès précédents de l'entreprise se retournent contre elle. Les chaînes sont saturées, les délais s'allongent, et la qualité de production commence à souffrir. La situation financière du groupe se dégrade, au point que l'État intervient. En décembre 1936, les usines de Renault sont nationalisées
et la production de chars passe sous la bannière de l'AMX. Le programme R-35 continue, mais dans un contexte industriel instable. Lorsque les premiers exemplaires réellement représentatifs sortent des ateliers, la réalité s'impose brutalement. La masse finale atteint environ 11 tonnes. Le moteur de 82 chevaux, prévu pour un char bien plus léger, peine désormais à suivre. La vitesse maximale plafonne autour de 20 km/h sur route et chute dès que le terrain se dégrade. La suspension, conçue pour des charges inférieures, souffre particulièrement en tout terrain. L'armée commence à comprendre qu'elle a gagné un char en nombre, mais perdu en équilibre. Le R-35 n'est ni vraiment mobile, ni réellement puissant, ni suffisamment bien armé pour faire face aux menaces modernes. Il est robuste sur le papier, mais lent, exigeant et difficile à employer efficacement en manœuvre. À ce stade, pourtant, il est trop tard pour revenir en arrière. Les chaînes tournent, les bataillons se forment, et le Renault R-35 devient progressivement l'épine dorsale des unités blindées d'infanterie. Un choix fait dans l'urgence est en train de devenir une réalité massive, avec toutes les conséquences que cela implique. À partir de 1937, le Renault R-35 cesse d'être une promesse industrielle pour devenir un sujet d'inquiétude opérationnelle. Les manœuvres et les essais en conditions réalistes mettent en lumière des faiblesses qui ne peuvent plus être ignorées. Cette fois, il ne s'agit plus d'impressions ou de craintes théoriques, mais de chiffres, d'impacts et de constats impossibles à contourner. Les premiers signaux d'alerte sérieux viennent des essais de tir. En juin 1937, un char de série est soumis à des tests balistiques approfondis. Les résultats sont brutaux. La protection, pourtant épaissie selon les nouvelles exigences, ne tient pas aussi bien que prévu. Les obus anti-chars de 25 mm percent la cuirasse à des distances courantes de combat. Les tirs de 37 mm allemands montrent une efficacité encore plus inquiétante. Le blindage moulé, choisi pour simplifier la production et faciliter les réparations, révèle une résistance inférieure à celle des plaques laminées. L'écart n'est pas marginal, il est structurel. Ces essais ne restent pas confinés au bureau d'études. Les rapports circulent, les doutes s'installent. Le char censé protéger l'infanterie contre les armes légères et offrir une relative sécurité face aux canons anti-chars légers apparaît soudain bien plus vulnérable que prévu. La promesse d'un nid blindé mobile commence à se fissurer. À l'intérieur du char, la situation n'est guère plus rassurante. La tourelle APX-R, censée améliorer l'observation, déçoit dans la pratique. Les dispositifs de vision sont étroits, mal protégés et facilement neutralisables, parfois même par des tirs d'armes légères. La coupole, pourtant ingénieuse sur le papier, se révèle difficile à utiliser en situation dynamique. Le chef de char, déjà surchargé par ses multiples fonctions, doit en plus composer avec une visibilité limitée et une ergonomie contraignante. Les exercices mettent également en évidence les limites du concept même du char. Le R-35 est lent, mais il progresse relativement bien sur terrain accidenté à faible vitesse. Cette caractéristique, souvent citée comme un point positif, masque en réalité un problème plus profond. Le char peut avancer, mais il ne peut ni manœuvrer rapidement, ni exploiter une percée, ni réagir efficacement à une situation qui évolue vite. Il est conçu pour un combat méthodique, presque statique, dans un cadre qui correspond de moins en moins à la réalité des conflits modernes. Face à ces constats, l'armée tente de corriger le tir sans remettre en cause l'ensemble du programme. Des améliorations sont envisagées, testées, parfois rejetées. L'idée d'adopter une autre tourelle, plus spacieuse et mieux protégée, est étudiée, puis abandonnée après des essais controversés. Les modifications se font à la marge, par petites touches, sans jamais résoudre le problème de fond. Un autre handicap devient de plus en plus visible lors des manœuvres: l'absence quasi systématique de moyens de communication radio. Dans la majorité des unités équipées de R-35, les ordres continuent de circuler par signaux visuels ou messagers. Cette contrainte, héritée d'une doctrine ancienne, réduit encore la capacité du char à agir de manière coordonnée. Certains officiers tentent d'imposer des solutions, mais elles restent l'exception, pas la règle. Pendant ce temps,
La production continue à un rythme soutenu. Les usines livrent des dizaines de chars chaque mois. Sur le plan statistique, le R-35 est un succès. Sur le plan militaire, il devient un compromis de plus en plus inconfortable. L'armée aligne des bataillons entiers de chars dont elle connaît désormais les limites, mais qu'elle ne peut plus remplacer à court terme. À l'approche de 1939, le décalage entre les attentes initiales et la réalité du terrain est flagrant. Le Renault R-35 n'est ni le char moderne espéré, ni une solution transitoire facilement remplaçable. Il est devenu un élément central de l'outil blindé français, sans en avoir réellement les qualités. La machine est là, en nombre, prête à être engagée. Mais les enseignements accumulés lors des essais et des manœuvres laissent planer une question lourde de sens. Que se passera-t-il lorsque ce char, déjà critiqué en temps de paix, devra affronter une guerre réelle, rapide et impitoyable? À l'approche de la guerre, le Renault R-35 quitte définitivement le monde des essais et des hypothèses pour entrer dans celui de l'organisation réelle des forces. À partir de la fin de 1939, l'armée française restructure ses unités blindées afin de s'adapter à une mobilisation devenue inévitable. Les régiments de chars sont dissous au profit de bataillons autonomes, les BCC, conçus pour être rattachés directement aux divisions d'infanterie. Sur le papier, cette réforme vise à rendre l'arme blindée plus souple. Dans les faits, elle fige encore davantage le rôle du R-35. Chaque bataillon aligne 45 chars. La structure est rigide, héritée presque sans modification de l'époque du Renault FT. Les compagnies sont pensées pour avancer méthodiquement, soutenir l'infanterie pas à pas et réduire les points de résistance adverses. Le R-35 est parfaitement adapté à cette vision, à condition que la guerre ressemble à celle imaginée dans les états-majors. Or, cette hypothèse devient de plus en plus fragile. Dans les unités, la prise en main du char révèle un contraste saisissant. Les équipages apprécient la relative simplicité mécanique et la protection frontale correcte face aux armes légères. Mais très vite, les contraintes s'imposent. La lenteur complique les déplacements stratégiques. Les colonnes peinent à suivre le rythme des unités motorisées. La coordination devient laborieuse, d'autant plus que la radio reste rare. Dans la majorité des chars, la communication repose encore sur des fanions ou des messagers, une méthode totalement inadaptée à un champ de bataille fluide. Certains officiers tentent de rompre avec cette inertie. Ils réclament des postes radio, insistent sur la nécessité de manœuvrer en masse, cherchent à employer les chars de manière plus dynamique. Ces initiatives restent marginales. La doctrine officielle continue de considérer le R-35 comme un outil d'accompagnement, pas comme un acteur autonome du combat. Cette limitation doctrinale pèse lourdement sur l'entraînement et sur la manière dont les équipages appréhendent leur rôle. Parallèlement, la question de l'armement devient impossible à éluder. Le canon de 37 mm SA-18, déjà jugé insuffisant avant la guerre, montre clairement ses limites face aux blindés modernes. Les obus perforants manquent de puissance et l'effet explosif est dérisoire contre des positions retranchées. Une amélioration est enfin envisagée avec l'introduction du canon SA-38, plus performant. Mais sa production débute tard et son déploiement reste limité. Une minorité de chars en bénéficie, trop peu pour changer l'équilibre général. Malgré tout, le R-35 continue d'affluer dans les unités. Les chiffres impressionnent. Des centaines de chars sont livrés, permettant d'équiper plus de 20 bataillons. Sur le plan quantitatif, la France dispose enfin d'une force blindée significative. Mais cette masse masque une fragilité profonde. Les unités sont nombreuses, mais cloisonnées. Les chars sont présents, mais dispersés. Leur potentiel collectif reste largement inexploité. À la veille de l'offensive allemande, le dispositif français repose donc sur un paradoxe. Jamais autant de chars modernes n'ont été disponibles, et pourtant, jamais leur emploi n'a été aussi contraint. Le Renault R-35 est partout, mais rarement là où il pourrait faire la différence. Il est prêt à soutenir l'infanterie dans une bataille lente et méthodique, alors que l'ennemi s'apprête à imposer un rythme totalement différent. Lorsque les combats commencent en mai 1940, ce décalage devient brutalement évident. Les bataillons équipés de R-35 sont engagés dans des conditions pour lesquelles ils n'ont pas été conçus.
Ils doivent manœuvrer rapidement, couvrir de vastes secteurs, réagir à des percées inattendues. Le char tient parfois bon localement, oppose une résistance honorable, inflige des pertes. Mais il ne peut ni poursuivre, ni exploiter, ni se redéployer à temps. À ce moment précis, la France mesure le prix du temps perdu. Le R-35, conçu pour combler une urgence, est devenu l'ossature d'une force qui affronte une guerre radicalement différente de celle prévue. La machine n'est pas défaillante par accident. Elle est prisonnière du rôle qu'on lui a assigné. Lorsque la campagne de mai-juin 1940 s'ouvre brutalement, le Renault R-35 est projeté dans une guerre qui ne lui laisse aucune marge. Les bataillons équipés de ce char sont engagés dès les premiers jours dans des situations chaotiques, souvent sans vision d'ensemble, parfois sans liaison claire avec les unités voisines. Le rythme imposé par l'adversaire est sans comparaison avec celui pour lequel le R-35 a été pensé. Là où la doctrine française prévoyait une progression méthodique, le champ de bataille impose la vitesse, l'initiative et l'adaptation permanente. Sur le terrain, les équipages font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Dans les combats locaux, le Renault R-35 n'est pas ridicule. Face aux chars légers ennemis, il peut tenir, parfois même dominer à courte distance grâce à sa silhouette basse et à sa protection frontale. Dans certaines zones vallonnées ou boisées, il se révèle capable d'avancer là où d'autres machines hésitent. Ses succès restent cependant ponctuels, isolés, incapables d'influencer le cours général des opérations. Très vite, les limites structurelles reprennent le dessus. La lenteur du char complique toute tentative de repli ou de redéploiement. Les unités reçoivent des ordres contradictoires, arrivent trop tard sur les points critiques ou se retrouvent dépassées par les événements. Sans radio généralisée, la coordination devient presque impossible. Un bataillon peut se battre efficacement sur un secteur précis, pendant que la situation s'effondre à quelques kilomètres sans que personne n'en soit informé à temps. Le problème de l'armement devient alors central. Le canon SA-18, déjà jugé insuffisant avant la guerre, montre cruellement ses limites. Contre des blindés plus modernes, il impose aux équipages de s'approcher dangereusement, parfois à des distances suicidaires. Les chars dotés du canon SA-38 offrent un peu plus de possibilités, mais leur nombre est trop faible pour changer la donne. La majorité des R-35 restent enfermés dans un rôle défensif, incapable de peser face à des adversaires mieux armés et mieux coordonnés. Les pertes ne proviennent pas uniquement du feu ennemi. Les pannes se multiplient lors des longues marches sur des routes encombrées ou des terrains dégradés. Les suspensions souffrent, les moteurs surchargés montrent leurs limites, et de nombreux chars sont abandonnés, faute de pouvoir être réparés ou évacués à temps. Chaque immobilisation réduit encore un peu plus la capacité de résistance globale. Malgré tout, les équipages continuent de se battre. Dans plusieurs engagements, les bataillons de R-35 ralentissent l'avance ennemie, forcent des détours, imposent des combats coûteux. Leur courage n'est pas en cause. Ce qui manque, c'est la capacité à transformer ces résistances locales en un effet opérationnel durable. Le char est là, mais il est utilisé comme un outil du passé dans une guerre qui ne lui laisse aucune indulgence. Au fil des semaines, le constat devient implacable. Le Renault R-35, présent en grand nombre, n'a pas permis à la France de reprendre l'initiative. Il a absorbé des ressources, du temps, des efforts industriels considérables, sans offrir en retour la flexibilité et la puissance nécessaires pour affronter une guerre de mouvement. Ce n'est pas un échec individuel, mais un échec systémique, né de choix faits trop tôt et corrigés trop tard. Lorsque la campagne s'achève, le R-35 laisse derrière lui une image contrastée. Il n'était ni totalement inutile, ni réellement adapté. Il a rempli sa mission telle qu'elle avait été définie, mais cette mission elle-même était déjà obsolète. La France n'a pas perdu faute de chars, mais elle a perdu du temps à miser sur un concept qui ne correspondait plus à la réalité du combat moderne. C'est là que se trouve la véritable leçon du Renault R-35. En cherchant à combler une urgence par la masse et la rapidité de production, l'armée française a figé son outil blindé dans une impasse doctrinale. Le char le plus répandu n'a pas été le plus décisif. Il est devenu le symbole d'un choix pragmatique à court terme, dont le coût stratégique s'est révélé bien plus élevé qu'anticipé.
Si cette histoire t'a intéressé, n'hésite pas à laisser un like, à partager ton avis en commentaire et à t'abonner pour découvrir d'autres récits sur les chars français et les décisions qui ont façonné leur destin.